Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation sur Télé Grenoble. Au cours de ce numéro, nous aborderons plusieurs sujets, à commencer par l'appel du CHU Grenoble-Alpes qui a un grand besoin de pédopsychiatres et de médecins psychiatres pour ses urgences pédiatriques. Nous irons également faire un tour au jardin des plantes médicinales Dominique Villard. Enfin, il sera question d'un sujet parfois tabou, un sujet médical et de société, le don du corps à la science. Médecins et témoins nous apporteront leur éclairage. Et puis, je salue Vincent Tomplard, président de Medicalps, notre expert innovation. Rassurez-vous, il va très bien, mais son emploi du temps professionnel ne lui permettait pas d'être parmi nous. Aujourd'hui, on le retrouvera très vite. Allo Psycho Bobo, le CHU Grenoble-Alpes lance un appel aux pédopsychiatres ou psychiatres pour réaliser des vacations au service des urgences pédiatriques. On va y revenir avec vous, Marine Allais, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de pôle au CHU Grenoble-Alpes. Luc Provost, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, chef de service des urgences pédiatriques à l'hôpital Couple-Enfants. Alors, quelles sont les missions qui sont demandées aux vacataires que vous recherchez ? Alors, aux urgences pédiatriques, on reçoit tous les enfants de moins de 18 ans pour différentes pathologies et notamment ceux qui présentent des troubles du comportement. Donc, ils sont bien sûr pris en charge par les pédiatres pour éliminer les causes somatiques, les causes médicales. Mais après, il faut obligatoirement une évaluation pédopsychiatrique pour savoir si ces enfants ont besoin d'être hospitalisés en milieu spécialisé ou bien s'ils peuvent être suivis dans un circuit ambulatoire adapté à leur pathologie. Et c'est donc ces personnes qui font le suivi? Voilà, donc depuis 3 semaines, nous n'avons plus de pédopsychiatre dans notre structure, dans notre service. Et donc on est très embêtés puisque tous les enfants qu'on reçoit en journée ne peuvent pas avoir d'évaluation. L'évaluation ne peut se faire que pendant la nuit grâce aux pédopsychiatres d'astreinte qui normalement ne se déplacent qu'en cas de besoin et qui là sont obligés de se déplacer et de venir aux urgences pédiatriques pour assumer l'activité de journée et aussi de garde. Vous avez besoin de combien de personnes ? Actuellement, on fait un appel à tous les volontaires. Ces derniers mois, le poste a été occupé par une personne. C'est des vacations qui ont lieu entre 9h et 19h du lundi au vendredi. Donc on n'a pas un nombre déterminé de personnes, mais aujourd'hui c'est toute personne volontaire et on organisera un planning. Aujourd'hui c'est jusqu'au mois de septembre. Actuellement on n'a pas de visibilité avant le mois de septembre. Ces vacations, c'est juste pour l'été ou ça pourrait être pour plus longtemps ? On espère vivement que ce soit uniquement pour l'été et qu'on puisse trouver des professionnels pédopsychiatres à la rentrée. Et on travaille aussi en parallèle sur un projet de centre de crise pour adolescents avec nos partenaires qui sont le CHE, la clinique du Grésivaudan et le département afin de trouver des solutions pérennes à ces situations de crise. Vous dites que dans le communiqué qui a été envoyé, vous dites que la situation est extrêmement préoccupante. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est préoccupant pour les enfants ? C'est préoccupant pour les enfants, pour leurs familles et pour les professionnels. Il y a une activité qui a énormément augmenté. Le nombre de passages pour ces troubles du comportement a doublé par rapport à l'année dernière sur les 5 premiers mois de l'année 2021. Avec en plus des enfants qui présentent des pathologies plus graves et qui nécessitent des temps d'hospitalisation plus longs que dans les années précédentes. Est-ce que c'est un effet Covid ? Pourquoi il y a plus de demandes de consultation ? Le Covid probablement est responsable parce qu'effectivement, les jeunes, comme toute la population, a mal vécu ce confinement. Donc pour des gens qui sont habituellement avec des profils psychologiques un petit peu fragiles, le confinement les a fait décompenser. Qu'est-ce que vous parlez de pathologies plus fréquentes ? Quelles sont ces pathologies que l'on peut rencontrer ? C'est de l'agressivité, c'est des tentatives de suicide. Donc c'est vraiment des pathologies importantes dans ce domaine de la pédopsychiatrie. À partir de tous les âges ? Tous les âges, oui. Pour les plus petits aussi ? Alors les plus petits, non, mais dès 8-10 ans, ça commence à apparaître.
Et ces pathologies, si elles peuvent s'aggraver, si elles ne sont pas prises en charge rapidement? Ah, tout à fait, oui. Elles nécessitent une hospitalisation dans un milieu spécialisé pour être pris en charge par des professionnels spécialisés. Et c'est vrai que le manque d'aval est un problème important. Parce que vous comprenez bien que nous, on reçoit 2 fois plus d'enfants aux urgences, mais dans le circuit d'aval, il n'y a pas eu 2 fois plus de lits d'ouverts. Et ces consultations, elles peuvent se faire chez un médecin généraliste ou forcément ils doivent passer un moment par chez vous? Alors, dans les troubles du comportement de l'enfant, il y a ceux qui sont d'ordre éducatif et psychosocial. Ceux-là peuvent éventuellement, effectivement, et ils le sont, être pris en charge en ambulatoire par les médecins traitants et par les réseaux de psychologues en ville qu'il y a autour. Mais pour ceux qui ont des pathologies plus aiguës, notamment les tentatives de suicide, ceux-là, ils ont besoin d'une prise en charge hospitalière en milieu spécialisé. Et vous savez à peu près combien de cas, enfin en tout cas le pourcentage que vous avez pu détecter ces derniers mois, cette augmentation sur ces cas de tentatives? Sur les 5 premiers mois de l'année, c'est le double par rapport à l'année dernière, avec des temps d'hospitalisation qui sont 3 ou 4 fois plus longs. Habituellement, dans ces pathologies-là, on hospitalise environ 10% des patients qui viennent nous voir. Là, on en est à 30 à 40%. Est-ce que les filières psy, parce qu'il y a moins de médecins, donc c'est ça, hein, est-ce que les filières psy sont aussi de manière générale en souffrance? On forme moins de médecins dans ces spécialités? Alors actuellement, sur la formation des médecins, on forme des médecins psychiatres tous les ans. Au CHU de Grenoble, c'est environ 12 internes en psychiatrie qui sont formés, de nouveaux internes qui sont formés. Cependant, on observe en effet des difficultés de recrutement dans les hôpitaux publics en termes de psychiatres. Et cette difficulté qui est identifiée par le docteur Provost sur Laval, donc c'est-à-dire tous les lits d'hospitalisation qui vont accueillir ces patients en post-urgence. Actuellement, on est en difficulté parce qu'il n'y en a pas toujours suffisamment, ou alors le personnel médical et paramédical n'est pas suffisant pour permettre l'ouverture de l'ensemble des lits. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis si vous nous regardez, si vous êtes médecin, pédopsychiatre ou psychiatre et si vous avez un peu de temps pour des vacations, n'hésitez donc pas à contacter le CHU Grenoble-Alpes. Allez, je vous propose à présent d'aller prendre une petite respiration dans le jardin des plantes médicinales de la faculté de pharmacie et de médecine à La Tronche, le jardin Dominique Villard. Je ne sais pas si vous avez le temps d'aller vous y promener de temps en temps. C'est un endroit un peu hors du monde, dirigé par un passionné qui enseigne aussi aux étudiants ses savoirs. Laurine Guignard et Jordan Toiti l'ont rencontré. Ce parc à la française est bien particulier. Au jardin Dominique Villard, ce ne sont ni des pétunias ni des tulipes qui éclosent. Ces plantes sont spéciales, elles ont des vertus médicinales et dans cet espace datant du XVIIIe siècle, elles sont classées par pathologie. Vous allez avoir des bacs de plantes qui soignent les troubles d'anxiété, du sommeil, d'autres bacs qui concernent donc les troubles digestifs et hépatobiliaires. On va retrouver également un bac sur les troubles féminins, ainsi que des bacs sur les troubles de la peau et des fanères. Les élèves de la faculté de pharmacie étudient ces végétaux minutieusement pour être capables ensuite de conseiller les clients en officine. Car même si la chimie est utilisée pour fabriquer des médicaments, les plantes végétales trouvent aussi leur place. Il faut bien faire la différence entre le traitement allopathique à partir de substances chimiques donnant différents types de médicaments, de formes pharmaceutiques. On a, en fait, il faut comprendre qu'au moins 50 à 60% des médicaments que nous avons actuellement sont issus du monde végétal. Après, vous avez la phytothérapie avec des formes, soit sous forme de gélules, sous forme de tisane, sous forme également d'extraits fluides pour soigner les patients. Pavot, camomille, depuis l'aube de l'humanité, les hommes utilisent les plantes pour leurs propriétés médicinales. Et avec le temps, quelques-unes se sont avérées produire des composants majeurs dans la découverte de certains traitements. Si on parle par exemple de l'if, qui est un arbre qui est très toxique. On a extrait le taxol, qui est un anticancéreux, utilisé pour soigner les femmes qui ont un cancer du sein. Après, de cette molécule, on l'a modifiée pour être moins toxique et plus ciblée sur les cellules cancéreuses. Donc ce sont là une molécule issue de cet arbre qui a permis de sauver des vies. Autrement, les plantes en phytothérapie et en aromathérapie sont là pour soigner des maux quotidiens qui nous gênent dans la vie.
Depuis maintenant 8 ans, le jardin est entretenu tous les jours. Aujourd'hui, il compte plus de 250 plantes, un petit coin de paradis pour former les futurs médecins et pharmaciens. Et le jardin accueille également en ce moment une exposition consacrée aux insectes pollinisateurs. Amis pollinisateurs, bienvenue en ville, c'est son nom et c'est à voir jusqu'au 3 mai 2022. Les insectes apprécient certainement ce jardin puisque le miel qui y est produit, le miel du mas de Saint-Ferjus, a obtenu la médaille d'or du concours général apicole du Dauphiné en 2020, catégorie miel clair de fleurs. Merci encore à tous les deux pour votre intervention sur les demandes en psychiatrie. Merci beaucoup. On retourne une page de pub et on se retrouve dans un instant pour notre dossier consacré au don du corps. De retour dans Check-up pour parler d'un sujet sensible mais passionnant, le don du corps à la science. Je vous présente mes invités dans quelques secondes. Chaque année en France, un peu plus de 2500 personnes font le choix de donner leur corps à la science, des corps indispensables à la formation des médecins et à la recherche. Et pourtant, le sujet reste tabou. Pour en parler, à mes côtés, le professeur Philippe Chaffanjon. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes le directeur du laboratoire d'anatomie des Alpes françaises, le LADAF. À vos côtés, Marjane Gobad, bonjour. Bonjour. Et vous êtes responsable administrative du LADAF. Et puis en face de vous, Bernadette Vadon, bonjour également, bonjour. madame. Vous êtes, vous, donatrice. Et c'est justement avec vous que j'ai envie de commencer. Est-ce que je peux vous demander votre âge? 85 ans. Et pourquoi avez-vous décidé de donner votre corps à la science? Ça, c'est très lointain parce que je suis d'une période où la mort n'était pas tabou. Les enfants, on voyait des morts. Alors qu'actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de 20 à 25 ans qui n'ont jamais vu de mort. Nous, c'était une chose naturelle. On mourait chez soi. Donc les enfants, on voyait des morts. Et puis, j'ai eu un événement, la naissance de mon 5e enfant. J'ai eu la 4e qui a fait une néphrite. Alors à l'époque, il n'était pas question de greffe du rein. Il y avait eu, je crois, une femme qui avait donné son rein pour un homme, un petit garçon, ça n'avait pas réussi. Mais ça m'a touchée parce qu'on nous a dit elle sera peut-être un jour insuffisante rénale, ce qu'elle est devenue à l'âge de 12 ans. Et c'est une fille qui s'est payée 20 ans de dialyse. Ça nous a ouvert quand même l'horizon au don d'organes, entre autres. Donc, j'ai regardé l'autre jour ma carte, parce qu'à l'époque, les dons d'organes se faisaient une carte, on inscrivait, et elle date de 1975. Donc, vous voyez, précurseur. C'était vraiment très rare, et à l'époque, c'était les yeux. Donc, on était jeunes avec mon mari, nous avions 5 enfants, on s'est dit, s'il devait nous arriver un accident jeune, autant que notre mort serve au moins à... On était ouverts à ça. Et puis, nous avons vieilli. Et passé 75 ans, on s'est posé d'autres questions en se disant, bien sûr, nos organes n'étaient pas très sains si nous mourions pour donner quelque chose. Et à ce moment-là, on a commencé à voir, j'ai vu d'ailleurs une émission à la télévision, j'en ai parlé à mon mari, j'en ai vu une autre, et nous en avons parlé en disant, en définitive, j'ai toujours été choquée par l'argent que l'on met dans les obsèques. C'est une chose qui m'a, autant je respecte les morts, c'est une chose qui m'a toujours un peu choquée. Et je me suis dit, on est vieux, on ne peut plus donner ci ni ça. Si on pouvait donner les corps, j'étais persuadée que ça pouvait aider la médecine. Donc j'en ai parlé à mon mari, qui n'était ni chaud ni froid. Et puis au bout de 15 jours, quelques jours, nous en avons parlé. Nous avons pris notre décision tous les deux, sans en parler aux enfants. Parce qu'on a trouvé que c'était une chose personnelle. Quand on en a parlé, ils l'ont très très bien accepté. Et quand malheureusement mon mari est mort il y a 7 ans, ça s'est très 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 bien passé. Comment vous avez fait pour décider de donner de manière administrative? Vous me parliez d'une carte de donneur d'organes tout à l'heure, mais comment? Eh bien c'est pareil, à l'époque, il fallait téléphoner à la faculté de médecine de Lyon, où j'habite. Et on m'a envoyé un papier pour m'inscrire, c'est tout. On m'a demandé un petit pourcentage, je ne me rappelle plus de la somme. C'était pas énorme, enfin, parce qu'on m'avait dit que c'était une association. Et puis, quand ils sont venus chercher mon mari, quelques jours après, j'ai reçu une facture
qui m'a été presque remboursée par la Sécurité sociale. Mais ce que je tenais à le dire, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'avec cette facture, il y avait une lettre officielle du responsable de l'association du don du corps, et j'avais 6-7 lignes écrites de sa main me remerciant. Et ça, vous ne pouvez pas savoir ce que ça donne. On se dit, on a fait quelque chose, on est reconnu. C'était pas simplement administratif. Marjane Gobad, c'est payant de donner son corps? Donner son corps n'est pas payant, que ça soit bien précis. Et en fait, c'est les frais d'obsèques, c'est les frais du transport par les pompes funèbres du lieu du décès jusqu'au laboratoire et le retour toujours par les pompes funèbres au crématorium. C'est un forfait que, à ce jour, chaque laboratoire peut demander. Il n'y a pas encore un montant fixe national. Et comme vous avez très bien expliqué, ce montant peut être remboursé par la mutuelle parce qu'il y a sûrement une option des frais de contrat obsèques. Voilà. Comme Madame Vadon l'a dit, elle a pris sa décision avec son mari. Ils ont pris leur décision tout seuls. Seule la personne qui souhaite donner son corps peut prendre cette décision. Tout à fait. C'est vraiment une décision qui est personnelle. Il faut être majeur. Et souvent, on a des demandes des personnes qui sont en couple. Et puis, on reçoit la demande soit par courrier, soit par appel téléphonique ou soit sur notre site du laboratoire www.ladaf.fr et on reçoit la demande et on envoie un dossier. Au retour, on fait le nécessaire et les donateurs ont leur carte. On ne peut pas, si nos parents viennent de décéder, on ne peut pas prendre la décision en tant qu'enfant de dire je souhaiterais que leur corps soit donné à la science. C'est la personne vivante qui va faire sa demande, voilà. Est-ce que les proches peuvent refuser une fois que la décision a été prise? À ce jour, je vais plutôt dire malheureusement, il n'y a pas un fichier national. Chaque personne fait son inscription au laboratoire, c'est-à-dire à la faculté de médecine, le laboratoire d'anatomie le plus proche. Nous, pour Grenoble, la faculté de médecine de Grenoble, on couvre 7 départements. Du coup, on a le fichier des donateurs de ces 7 départements qui sont couverts par la faculté de médecine, le laboratoire d'anatomie des Alpes françaises. Et si un jour, il y a un décès d'une personne c'est-à-dire il n'y a pas un fichier central ni au niveau de différents établissements de santé, que ça soit inscrit comme quoi cette personne a donné son corps à la science, qu'on puisse aller vérifier et qu'un établissement de santé nous contacte en disant oui, c'est un petit peu comme le don d'organes, on va dire, que ça existait avant, mais plus maintenant, de cette manière. Si jamais, pour répondre à votre question, si les proches refusent, malheureusement, on ne peut pas savoir à ce jour. La personne, le donateur, est décédé et que même si la personne est décédée... même s'il y a un document, on ne peut pas savoir la personne s'il est décédée parce qu'il n'y a pas un fichier national au niveau des établissements de santé. Il y a un document, absolument. Il y a un document puisqu'on demande à chaque donateur un testament holographique qui est déposé chez nous. Donc, si vraiment une famille voulait s'opposer à ça, c'est quand même très délicat parce qu'il s'opposerait aux dernières volontés de la personne. Donc, on peut quand même leur opposer le document écrit. Inversement, comme le dit Madame Gobad, on peut très bien avoir un décès qui se fait loin de chez nous et que la famille dirige vers des obsèques traditionnelles sans nous prévenir. Bien évidemment qu'il y a sûrement eu des décès
de donateurs qui ne sont jamais arrivés jusqu'à nous. Vous conseillez quand même les gens d'en parler à leurs Absolument, proches. c'est ce que j'allais vous dire. Je trouve que la démarche de Madame Vadon est très importante. Il faut absolument que la famille soit au courant. Et plus que la famille, plus, je dirais, les soignants. Si la personne est dans une maison de retraite, si la personne se confie à son médecin généraliste, c'est un plus. Parce que c'est souvent ces personnes-là qui nous contactent. Donc c'est très important de communiquer, je pense, et d'expliquer pourquoi. C'est moi qui ai appelé. Alors il y a eu la seule complication, c'est qu'il est mort à 5h30 du matin dans son lit, chez lui. Hein. Il est mort chez lui en une demi-heure de temps d'une crise cardiaque. Donc j'avais appelé les pompiers et quand ça a été fini, j'ai appelé tout de suite le numéro. Je suis tombée sur un homme affolé parce que ça tombait le 1er mai et qui me dit, mon Dieu, j'ai personne pour le transport, comment je fais? Je vous rappelle. Un homme complètement affolé, très aimable, mais me dire il avait un problème technique. Et en définitive, il m'a appelé quelque temps après. J'avais un petit peu triché sur l'horaire parce que normalement, on doit appeler le plus tôt possible après le décès. Mais j'avais ma fille Véronique qui était à Toulouse et qui venait. Je lui ai laissé le temps de venir pour voir son père. Et quand il est venu, il m'a appelé après, cet homme charmant, et il m'a dit ça y est, j'ai trouvé quelqu'un, je viens avec un camion, mais est-ce que dans votre entourage, vous auriez quelqu'un qui pourrait m'aider, parce que tout seul, je ne pourrais pas. Et nous habitons dans un tout petit hameau, nous avions un voisin qui est très gentil, qui connaissait bien mon mari, qui a accepté de l'aider. Et ça s'est très très bien passé. Alors nous avons aussi avec nous Thierry Gélinard. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association du don du corps de Tours Centre Val-de-Loire. Quelles sont en général les personnes qui souhaitent donner leur corps à la science? Alors, en général, ce sont des gens qui ont eu affaire à la médecine dans des conditions assez lourdes. Ce peut être aussi des gens qui veulent, je dirais, aider la science, mais ce sont essentiellement des anciens malades et qui veulent, de par ce geste, remercier les soignants, parce qu'il faut savoir que le don du corps a deux objectifs. Un, la formation des futurs soignants, que ce soit médecins, anesthésistes, kinésithérapeutes, chirurgiens, enfin, selon les spécialités, mais aussi la recherche. Ça peut être par exemple, sur le niveau de Tours, la recherche sur le cerveau. Tout un panel de recherches qui ne peuvent être possibles qu'avec le don du corps. Voilà, c'est ça l'essentiel du donateur. Mais je rajouterais aussi que si c'est un parcours quand même personnel, hein, le don du corps, et c'est pas toujours évident d'en parler à sa famille, mais c'est vrai qu'il faut en parler, et surtout, ne plus avoir honte, comme ça a été le cas pendant longtemps, de dire qu'on est un donateur. On est un donateur non pas parce qu'on a des problèmes d'argent, qu'on a peur de ne pas pouvoir payer les funérailles, mais tout simplement parce qu'on veut aider, de par sa mort, la vie des autres. Voilà. Est-ce que les donateurs se manifestent plutôt à un jeune âge ou à un âge plus avancé? Alors généralement, plus à un âge avancé. Moi, en ce qui me concerne, j'ai 56 ans. Je me suis inscrit, j'avais prévu depuis très longtemps d'être donateur, mais ce qui m'a fait faire la démarche il y a 5 ans maintenant, c'est que j'ai eu une amputation de la jambe qui a failli me coûter la vie. Et donc là, j'ai dit, on va peut-être pas trop attendre. La vie passe vite, en fait, et il se passe beaucoup de choses dans la vie, beaucoup d'accidents. Donc, si tu veux faire ce que tu as dit, il faut t'inscrire maintenant. Et c'est ce que je préconise à beaucoup, c'est de ne pas se dire, oh, je verrai ça plus tard. Je ne souhaite pas aux gens de mourir jeunes. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, de prévoir déjà, si on est intéressé, déjà de prévoir son inscription. Quel est le rôle de votre association? Alors, le rôle de notre association, c'est que, différemment au service du professeur Chaffanjon, qui est géré par l'université, à Tours, le don en lui-même est géré par l'association. Notre travail est de faire les inscriptions des personnes, des donateurs, d'assurer le transport
du corps, les crémations, des cérémonies d'hommage, mais nous transportons le donateur jusqu'au laboratoire d'anatomie, où là, il est pris en charge par la faculté, par le laboratoire d'anatomie. Là, ce n'est plus notre travail. Nous nous occupons avant et après le laboratoire d'anatomie. Voilà. Merci Thierry Gélinard. Avant de poursuivre, je vous propose de regarder un reportage qui a été effectué par une journaliste de Télé Grenoble auprès du thanatopracteur du LADAF. C'est lui qui prépare les corps qui lui sont amenés après les décès. Préparateur en anatomie et thanatopracteur, Philippe se charge de préparer les corps pour qu'ils soient utilisés dans le cadre de la recherche ou de l'enseignement. C'est lui qui embaume les cadavres et permet une pratique sécurisée du corps. Donc, les corps sont accueillis en arrivant par cette porte-là. Ils sont identifiés. Tout corps doit être porteur d'un bracelet d'identification. On vérifie avec l'identité du défunt s'il est bien inscrit sur nos registres du don de corps. Et ensuite, le corps est installé sur cette table pour pouvoir injecter un liquide de conservation à base de formol par réseau artériel afin de fixer le maximum de cellules du corps et éviter la décomposition du corps. Mais avant, Philippe réalise des prélèvements pour dépister le VIH, les virus de l'hépatite B et C et le Covid-19. Plus un corps est rapatrié tôt après le décès, plus il pourra être conservé. Si Philippe intervient dans les 24 heures, la dépouille du défunt peut être gardée jusqu'à 5 mois. Plus j'interviens tard, moins j'arriverai à enlever les différentes décompositions du corps pour après avoir une utilisation derrière. Ce qui se passe au moment où survient un décès, nous avons 48 heures pour pouvoir effectuer le rapatriement du corps au laboratoire d'anatomie. Sinon, il faut faire un transport, en respectant la législation funéraire, un transport en cercueil. Donc c'est malheureusement un obstacle au don du corps. Je ne peux bien entendu, au moment du décès, et humainement, ne pas précipiter le départ du corps, en sachant qu'il y a une famille qui vient à ce moment-là de perdre un proche. Et j'essaie de tout faire en sorte pour que cette famille puisse avoir le maximum de temps pour pouvoir dire au revoir. Et dans ce métier, faire preuve d'éthique est indispensable, en commençant par l'anonymisation des corps. Le corps, quand il arrive dans un laboratoire d'anatomie, perd son identité. Il aura une utilisation qui sera en utilisant le maximum de son potentiel dans un but de reconnaissance vis-à-vis du donateur, montrer que son don a un sens. Pour faire don de son corps à la science, il faut être majeur. Seule la personne elle-même peut prendre la décision et effectuer les démarches administratives. Marjane Gobad, comme l'a dit Lina, il y a une anonymisation, c'est très important. Oui, c'est très important, mais je préfère que le professeur Chaffonjon réponde à cette question. Voilà, allez-y. Le corps, effectivement, perd son identité en arrivant dans le laboratoire. Et en fait, on la lui redonne simplement après l'utilisation scientifique et de recherche. Et au moment de la crémation, on sait donc quel corps a été détruit, et on peut remettre après les cendres aux familles qui en ont fait la demande. Donc on redonne une identité à la sortie. Mais pendant tout le temps de séjour chez nous, tout le travail qui se fait autour du corps, le corps est strictement anonyme. Est-ce qu'il y a des contre-indications médicales pour donner son corps? On a vu qu'il y avait de nombreux tests qui étaient effectués. Oui, d'abord, effectivement, on travaille dans des conditions maximum de sécurité pour que les utilisateurs, qui sont souvent des jeunes étudiants, ne courent aucun risque. Donc c'est pour cette raison que les corps ont des vérifications virologiques. Et d'ailleurs, la crise Covid nous a compliqué beaucoup la prise en charge des corps. Ensuite, les corps sont utilisés avec du matériel qui est quasiment chirurgical, avec les mêmes règles d'asepsie, les mêmes soins que dans un bloc opératoire. Donc, je pense qu'effectivement, les travaux se font en toute sécurité pour les utilisateurs du LADAF. Oui. Et ensuite, est-ce que on voit que par la force des choses, ce sont des corps de personnes âgées qui viennent souvent. Est-ce que ça, c'est une difficulté pour utiliser ça pose effectivement quelques problèmes pour des travaux de recherche qui porteraient sur des structures anatomiques de sujets jeunes.
Mais malgré tout, on arrive à partir de tous les corps des donateurs à faire des travaux scientifiques de haut niveau. Effectivement, on ne peut pas avoir accès à des corps jeunes avec des tissus souples, etc. Donc, mais si on pallie à ça. Si on souhaite donner son corps à la science, mieux vaut l'indiquer le plus tôt possible. Oui, alors. Comme l'a dit Thierry. Pardon, madame. Oui. Je voudrais intervenir à ce sujet parce que j'ai un exemple. Forcément, mes enfants étaient, avec les problèmes de notre fille, nos enfants étaient ouverts à tout ça. Et j'avais ma dernière fille qui était très amie avec un garçon qui avait 25 ans et qui s'est tué en voiture. Et nous étions amis avec les parents. Et cet enfant, forcément, il n'avait pas fait le don du corps, bon. Mais cette femme, il était dans le coma, et cette femme m'appelle. Et je l'appelle pour avoir des nouvelles. Il y avait 2 jours qu'il avait eu cet accident, il était dans le coma. Et elle me dit, Jean-Michel ne s'en sortira pas, les médecins ne nous ont pas caché, ça va durer quelque temps, mais il est trop abîmé. Mais il dit, par contre, Bernadette, je dois vous dire qu'il avait beaucoup parlé avec Catherine, et il avait été très sensibilisé à votre fille, et il nous a souvent dit, s'il m'arrive quelque chose un jour, vous donnez tout, mes organes et mon corps. Et cette famille a fait ça. Alors vous vous rendez compte, un jeune de 25 ans, ses 2 poumons, ses 2 reins, ses des yeux, c'est une richesse extraordinaire, et il a donné son corps. Donc c'est plus facile pour les organismes qui prennent ça. C'est pour ça l'intérêt d'en parler tout le temps. C'est important ce que vous dites, parce qu'il faut absolument qu'on fasse la différence. Il y a de ça 2 jours, on a célébré le don d'organes, justement. C'est un autre cadre. Oui. Le don d'organes, c'est donné... Et là, il y avait tout. C'est donné sur un corps en mort cérébrale, plusieurs organes. Alors que là, le don du corps pour la science, comme le vôtre, c'est un don de la totalité, voilà. En post-mortem. Voilà. Est-ce qu'il y a des contre-indications légales qui empêchent de donner des personnes qui seraient sous tutelle ou Absolument, oui. Ce sont les règles qu'on s'est fixées chez nous, en tous les cas. C'est les personnes sous tutelle, la réponse est non. Ils ne peuvent pas faire la demande de donner leur corps à la science. Pour le moment, c'est la seule motif où on ne peut pas donner son corps à la science majeure, et sans être pas sous tutelle, c'est possible de donner son corps à la science. Ces corps, ils sont donc indispensables pour la formation des futurs médecins, tous les étudiants en médecine? Chaque faculté de médecine en France peut ou pas utiliser le matériel anatomique comme outil de formation. À tous les cas, à Grenoble, on a toujours privilégié cette formation sur le corps. Et comme disait Madame Vadon, c'est important ce que vous disiez tout à l'heure sur le décès qu'on vivait dans le temps dans les maisons. Les jeunes étudiants souvent découvrent la mort en venant au laboratoire et en travaillant sur des dons de corps. C'est une façon comme une autre, et d'ailleurs on en profite pour préparer les étudiants à ça et les mettre au contact de la mort, souvent pour la première fois. Donc effectivement, il y a cette vertu pédagogique. Après, ça c'est pour les étudiants qui débutent, mais le matériel anatomique nous sert tout au long du cursus médical, et plus l'étudiant grandit, plus on va le faire progresser dans ses gestes, jusqu'à lui apprendre des sutures, des gestes de plus en plus techniques. Je vais être un peu technique, mais les corps, la peau, ont les mêmes caractéristiques, que la plasticité est la même que sur un être vivant? Si les corps sont bien accueillis, bien conditionnés, bien préparés par un thanatopracteur qui est un professionnel de l'anatomie, il y a effectivement un matériel qui ressemble vraiment à du matériel humain vivant qu'on rencontre dans les soins quotidiens à l'hôpital. Et vous n'accueillez pas que des futurs médecins. On va regarder un reportage de Lina Badreddine sur un stage qui s'est effectué au LADAF. C'est une démarche ancestrale qui a permis à la science et à la médecine d'avancer. La pratique sur des cadavres humains qui ont fait don de leur corps à la science est un incontournable dans le milieu médical. Tu vois, si on voulait critiquer juste un tout petit peu, c'est que ta boucle est trop haute. L'objectif du don de corps est essentiellement pédagogique pour la formation des jeunes et des médecins, et plus généralement des soignants.
Mais autrement, c'est parfait. Dans la mesure où c'est une technique que moi je pratique déjà depuis quelques années, c'est d'apprendre à mes collègues à utiliser le matériel, la technique, et pouvoir s'assurer que les électrodes sont posées au bon endroit pour pouvoir ensuite appliquer la technique directement in vivo chez les patients. Ici, ce neurochirurgien s'exerce à une opération au niveau de la colonne vertébrale qui consiste à poser des électrodes sur le ganglion spinal dans le foramen rachidien, là où se trouvent toutes les cellules nerveuses. L'objectif est d'y envoyer un courant électrique et ainsi bloquer la douleur du patient. Une manœuvre qui peut être très risquée. Alors tout l'intérêt de le faire donc, sur des personnes qui ont fait don de leur corps, c'est de pouvoir avoir un entraînement qui, on va dire, sans danger, parce que le risque de ces techniques-là, si on n'a pas l'habitude, c'est d'avoir des effets secondaires du style de faire une brèche de la durmère, c'est-à-dire de l'enveloppe qui protège la moelle épinière, de faire un hématome qui va comprimer la moelle épinière avec des risques de paralysie ou de choses comme ça. Et donc il faut déjà maîtriser la technique avant de pouvoir l'importer directement chez les patients. Au-delà, le don de corps peut aussi servir à la recherche. La DAF reçoit une centaine de dépouilles par an, principalement des personnes âgées. Attention à ne pas confondre le don de corps et le don d'organes. Le don d'organes, c'est donner son corps au moment d'une mort cérébrale pour un prélèvement d'organes, en général pour un ou plusieurs organes, qui vont être destinés à être retransplantés sur un receveur. Le don du corps pour la science, c'est donner son corps post-mortem pour qu'il soit intégralement confié à une faculté de médecine et donc qu'il soit utilisé pour de la recherche ou de la pédagogie. C'est complètement différent. Et là, nous recevons des corps de sujets décédés. Dès qu'il ne peut plus être utilisé, le corps est incinéré au crématorium. Selon le choix qu'a fait le donateur, les cendres peuvent être remises à la famille ou dispersées au jardin du souvenir. Philippe Chaffanjon, est-ce que des industriels viennent également au LADAF pour tester des nouvelles pratiques ? C'est le stade ultime, c'est-à-dire que vous avez vu là un exemple de formation sur des seniors déjà, hein, c'est de la formation continue, sur des nouvelles techniques. Le stade suivant, c'est de mettre au point justement du nouveau matériel, des nouveaux appareils de radiologie, des nouveaux gestes chirurgicaux, parfois des simples détails techniques jusqu'à des grandes innovations de prothèses, etc. Donc bien sûr que nous avons des industriels chaque année qui viennent utiliser notre matériel anatomique pour travailler. Oui. Et est-ce que les techniques au LADAF ont évolué ces dernières années ? Quels sont les progrès qui ont été faits ? Les progrès, eh bien, déjà, donc, depuis 2012, on a mis le laboratoire dans les conditions maximum de sécurité, d'hygiène, face aux risques biologiques, aux risques toxiques des produits de conservation qui sont parfois dangereux. On a donc du matériel extrêmement sophistiqué. On a acquis du matériel d'imagerie, de radiologie, des échographes, des appareils d'amplificateur de brillance. On a des colonnes de célioscopie pour s'entraîner à des gestes chirurgicaux techniques. Donc on a de plus en plus maintenant un outillage qui est celui qu'on trouve en face à l'hôpital dans le soin quotidien. Oui. On a beaucoup parlé du scandale de la faculté Descartes à Paris. Des corps avaient été découverts dans des états inadmissibles, en contradiction complète avec le respect de la dignité humaine. Ça vous a choqué ? Oui, ça nous a tous blessés parce qu'on a tout de suite compris que ce mauvais exemple allait un petit peu abîmer la confiance que les gens nous faisaient. Donc ça a été très douloureux pour nous, bien sûr, au LADAF, mais aussi pour tous nos collègues des autres laboratoires d'anatomie en France. Donc je ne peux pas revenir sur des phénomènes qui me dépassent et que je connais par la presse, hein, mais ça nous a vraiment blessés, oui. Et c'est un peu ce qui nous a poussé aussi, justement, à aller un petit peu plus vers les donateurs pour leur expliquer ce qu'on fait ailleurs, hein, le rôle du don de corps, la sécurité qu'on met et le professionnalisme qu'on met sur la prise en charge des corps. Voilà, donc j'espère que par des émissions comme la vôtre, parce que tous les échanges qu'on a pu avoir avec la presse, avec les familles, avec les donateurs, j'espère que ce mauvais souvenir sera vite oublié. Oui. Alors, il est question de réformer la procédure du don du corps. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Alors, c'est vrai qu'à la suite de ce scandale, déjà, nous, au sein du Collège des enseignants d'anatomie français,
on s'est regroupé en petits comités pour échanger entre nous. Et on y a invité des gens comme Thierry Gélinard, qu'on a entendu tout à l'heure, pour réfléchir à une uniformisation du don de corps et au progrès qu'on peut y apporter. Et c'est vrai que le gros défaut, c'est justement que chaque faculté de médecine, que chaque laboratoire d'anatomie ait son propre système de gestion. On a entendu parler du système de Tours qui fonctionne avec un mode associatif. Le nôtre est entièrement géré par l'université. Donc, c'est deux modes de fonctionnement. Et l'idée qu'on a tous fait ressortir, c'est qu'il faudrait qu'on ait tous le même mode de fonctionnement. Et ce travail a été repris après par notre ministre, Madame Vidal, qui, de son côté, a fait une enquête officielle et qui a abouti aux mêmes conclusions que les nôtres et qui a rendu son rapport dans un communiqué de presse du 8 juin, où elle annonce que pour elle, le don de corps doit être strictement gratuit. Donc on va vers une réforme importante qui va peut-être même supprimer tous les frais qui étaient jusqu'à présent demandés aux donateurs. Ensuite, l'autre progrès, et Madame Gobad en a parlé, c'est d'aller vers un fichier national d'enregistrement des donateurs. C'est d'autant plus important que maintenant les gens bougent dans notre pays et qu'on peut avoir certains donateurs qui décèdent à d'autres coins de France et qui pourraient alors être pris en charge sur un laboratoire de proximité, par exemple, quitte après à ce que ces cendres soient rapatriées sur sa région, bien sûr. Donc l'autre progrès, ça serait ça. Les autres efforts que cette crise nous pousse à faire, c'est de travailler sur la fonction du thanatopracteur. Alors, le métier de thanatopracteur, il existe dans la vie civile au niveau des pompes funèbres, mais le métier de thanatopracteur à l'université, dans un laboratoire d'anatomie, c'est un métier très particulier. Vous avez entendu M. Masson. C'est un métier qui demande beaucoup de technique, beaucoup de connaissances anatomiques, beaucoup de connaissances en hygiène, en biologie, etc. Il y a beaucoup d'humanité aussi. Il y a beaucoup de relationnel avec les organismes de don de corps, avec les donateurs. Donc ce métier n'est pas reconnu du tout. Donc un des projets de cette réforme, ça serait de mieux reconnaître cette profession qui est sous-rémunérée dans le cadre de l'université. Thierry Gélinard, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, tout à fait. Vous, quelle proposition avez-vous pu faire dans le cadre de cette réforme? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors moi, mes propositions, le professeur Chaffanjon en parlait, moi je suis depuis que je suis rentré dans notre association, ce qui m'a sidéré, c'est qu'il n'y ait pas une agence nationale du don du corps qui puisse gérer tout ça. Donc mes propositions étaient là-dessus. C'est aussi sur l'information, améliorer l'information, je dirais, aux donateurs, mais aussi à leurs familles. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert avec le scandale des Saint-Pères, que moi j'ai découvert aussi en discutant avec ma famille. Donc ça, c'est assez important. Et puis, bon, il y a beaucoup d'autres points. Hein. Effectivement, c'est mettre en réseau tous les centres de dons, la gratuité. Là, je pense que ça, c'est un point qui va être assez compliqué. Du moins, pas le don en lui-même est gratuit, mais comme les frais d'obsèques, je disais tout à l'heure, voilà, ce qui est transport et frais de crémation, enfin, ou frais d'obsèques, ça dépend comment, selon les centres, puisque certains centres restituent les corps, d'autres, la majorité font des crémations. Tout ça a un coût qu'il faut je dirais, payer soit par le donateur, soit par les familles. Nous, par exemple, sur Tours, depuis plusieurs années, nous proposons aux donateurs de prendre une mutuelle qui prenne en charge ces frais. Demain, vous cotisez avant, de façon à ce que la famille, elle, soit tranquille le jour du décès. N'ait rien à avancer en frais, ou du moins à faire des démarches pour que ce puisse être prélevé sur votre compte et remboursé ensuite. Voilà. Philippe Chaffanjon... Il y a beaucoup de travail, pardon. Allez-y. Merci. Philippe Chaffanjon, combien accueillez-vous de corps par an, l'ADAF? Une centaine environ. On a eu un petit peu moins de corps l'année passée à cause de la crise Covid, parce que certains décès avaient été notés comme positifs, et donc
il y avait automatiquement une mise en bière immédiate et donc une interdiction de travailler sur ces corps-là. Mais en général, c'est une centaine de corps par an. On va arriver à la fin de cette émission. Je vais faire un petit tour de table. Quel est le message que vous souhaitez faire passer ? Personnellement, c'est justement d'enlever ce tabou, permettre d'en parler entre soignants et patients, entre patients et famille. Je crois que c'est le plus important, de communiquer sainement et en étant tout à fait crédible et tout à fait ouvert, en toute transparence. Je crois que c'est le plus important. Marjane Gobad, vous, est-ce que vous en parlez aussi autour de vous ? Oui, bien sûr, j'en parle autour de moi et puis et je suis contente de travailler dans ce domaine parce que on voit la vision de la vie autrement et peu importe l'âge, je crois qu'on est utile à n'importe quel moment. Thierry Gélinard, Écoutez, je crois que tout a été dit. C'est vrai que pour moi, l'essentiel, c'est de dire, mais il n'y a pas de... Il faut arrêter ce sentiment de honte vis-à-vis du don. C'est un geste généreux. Je dis pas ça parce que je donne mon corps moi-même, mais c'est quelque chose qui doit plutôt être mis en valeur que passer sous silence. Et voilà, c'est ce que je dis toujours, le don du corps, c'est une mort pour la vie. Voilà, tout simplement. Le mot de la fin pour vous, Bernadette Vadon. Écoutez, j'envisage pour moi ça avec beaucoup de sérénité et je n'ai aucun regret pour mon mari et je trouve que j'insiste beaucoup sur deux choses. Il faut en parler et il faut bien parler du don d'organes, don du corps. C'est un don, c'est un cadeau. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce check-up le mardi à 13h, le jeudi à 11h et le samedi à 17h. Je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.